Bonjour à tous. Donc le contrôle des économistes tenant séance en la bonne ville d'Aix-en-Provence en ce mois de juillet 2012, respectant la tradition telle qu'elle est écrite dans la pierre depuis mardi dernier, va procéder séant et par mes soins à l'intronisation de François Ruffin. François Ruffin, adhérez-vous à l'idéal de la confrérie, tout entier inclus dans la maxime « Deconantus non bilivus, deconibus perpectus cognitas », qu'on peut assez fidèlement traduire par « les plus déconnants ne sont pas ce qu'on croit, les plus déconneurs sont parfaitement connus ». Si oui, acceptez-vous ce nez rouge qui représente la plus haute distinction dans notre léger contre-ordre et dites « j'en suis fier ». J'en suis fier. Voilà. Considérez-vous comme intronisé et la conférence peut commencer. Alors, je ne vais pas garder moi longtemps le micro, évidemment je vais le donner vite à François. François Ruffin, je suppose que tout le monde le connaît. Il est journaliste, c'est le responsable et c'est le journaliste de Fakir. Je pense qu'il y en a plein à vendre dans la salle. Oui, on me dit que oui. Voilà. Il est évidemment aussi journaliste de l'émission sur France Inter de Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis. Et puis aussi, il fait des articles dans Le Monde diplomatique. Voilà. Je vais tout de suite lui laisser la parole. Il m'a dit tout à l'heure qu'il y en avait pour une petite demi-heure. On va dire ça comme ça, on verra. Voilà. Et puis après, évidemment, il y aura le débat avec la salle. Je crois avoir compris qu'il va nous causer de comment briser le cercle des économistes. C'est ça ? Alors, mes premiers mots seront des mots de remerciement pour toutes les personnes qui organisent ces rencontres d'aide économique, parce que vous savez, quand on a la chance de venir s'exprimer en public comme ça, d'avoir une demi-heure, 3/4 d'heure, voire peut-être 4-5 heures si j'imite Fidel Castro, de parole publique, c'est qu'en amont du moment où vous asseyez tranquillement votre derrière sur la chaise, il y a des dizaines et peut-être en l'occurrence une petite centaine de bénévoles qui ont tracté, fabriqué des sites internet, installé des chaises et fait tout un tas de tâches qui sont complètement invisibles. Donc mes premiers mots seront des mots de remerciement pour toutes ces personnes. Vous pouvez m'applaudir. Alors, moi j'ai un souci. J'en ai beaucoup en fait, mais j'en ai un notamment. C'est que ce débat, le débat qui était prévu sur le protectionnisme, je l'ai déjà fait au même endroit exactement au Mansart. Il y a quelques mois seulement, donc bon, peut-être qu'on souffre d'Alzheimer, mais je me suis dit, franchement, si je refais le même débat au même endroit, ils vont me prendre pour un radoteur et puis c'est tout. Donc quand j'ai vu ça, je me suis décidé à innover, donc c'était ce matin. Donc je réclame de la clémence de votre part. Je suis un peu plus stressé que l'habitude, mais ceci dit, je ne vais pas me casser la tête parce que je vais vous faire de la lecture. Je vais vous faire la lecture d'un livre. Ce sont les épreuves du livre, parce que c'est des livres qu'on a toujours hâte de lire en avant-première. C'est Droite contre gauche, point d'interrogation, sous la direction de Jean-Hervé Lorenzi et Olivier Pastré, Le Cercle des économistes, paru le 25 janvier 2012 chez Fayard. Donc simplement, moi je vais simplement vous lire ce texte. Hein. Voilà, donc Olivier Pastré, Jean-Hervé Lorenzi. Oui, je ne vais pas me casser la tête. Je pense que tout le monde l'a lu ici. Enfin, je pense que c'est une lecture obligatoire pour tous les intervenants des rencontres d'économie. Il faut quand même être au courant de quoi on parle. Vous pouvez l'acheter sur la librairie à la sortie, je pense. Pardon ? Ah bon, on peut pas. Ça souffre de pluralisme ici. Bon. Alors, déjà, dès le titre, vous voyez, ça va être long parce que dès le titre, je vais avoir une remarque à faire. Droite contre gauche, point d'interrogation. Je dirais que dans ce point d'interrogation, l'essentiel est déjà dit de l'objectif de ce livre.
quel est l'objectif central de ce livre? Donc nous, on va dire, notre objectif, ça sera gauche contre droite, point d'exclamation. Et ça fait une différence, parce que droite contre gauche, point d'interrogation, ça veut dire, finalement, il n'y a plus grand-chose qui les sépare. Et l'essentiel du travail dans ce livre, sur les questions économiques en tout cas, va être de tout faire pour que la gauche finisse par ressembler à la droite. Ça se base sur un mot qui apparaît dès la 2e page de l'introduction. Donc je vous lis. Sur certains nombres de thèmes, un consensus minimal est en train de voir le jour dans notre pays. C'est le mot consensus. C'est pas, là, ça ne va pas être la fabrique du consentement dont je vais vous parler, ça va être la fabrique du consensus. On retourne la page. Il est des réformes incontournables sur lesquelles il ne devrait pas y avoir débat. Sur certains thèmes, l'avenir de notre pays dépend de mesures prises rapidement et de manière consensuelle. Vous voyez? Donc là, on est en plein dans... C'est tout l'objectif que ce soit de la Fondation Saint-Simon ou du dîner du siècle, c'est de parvenir à ce qui est effectivement un consensus au moins qui s'établisse parmi les élites, voire parmi la bourgeoisie, la petite bourgeoisie intellectuelle, sur les mesures à prendre sur le terrain social et économique. Alors, sur quoi ils sont d'accord? Là, je vais sauter quelques pages, mais rassurez-vous, je vais revenir en arrière. L'Europe, par exemple. Vous imaginez qu'ils sont d'accord? Là, on nous dit qu'il faut parler plus d'Europe. Pourquoi? Pour affirmer des positions quant à la subsidiarité ou au fédéralisme, qui là, pour l'instant, ne sont pas énoncées assez clairement. Là, en ce moment, vous avez vu, c'est la solution à la crise de l'Europe, c'est l'Europe fédérale, l'Europe fédérale, l'Europe fédérale. On a des radios les 3 radios qui ne font quasiment que des heures entières sur le fait qu'il faut passer à l'Europe fédérale. L'autre thème, par exemple, je vous en prends un autre, c'est les retraites. Là-dessus, il est temps qu'il y ait un consensus. On n'en est pas loin, mais... La droite doit, dans ce domaine, continuer sur sa lancée de 2010 en privilégiant une certaine forme d'efficacité économique centrée sur l'augmentation de l'âge légal. Voilà ce que doit faire la droite. La gauche, qu'est-ce qu'elle devrait faire? La gauche devrait, quant à elle, se rallier à la nécessité d'augmenter l'âge de départ à la retraite en jouant sur le levier de la durée de cotisation. Donc en fait, la gauche et la droite doivent, c'est naturel, faire la même chose. Alors, pourquoi il est nécessaire d'énoncer tout ça? Pour éviter, c'est dès l'introduction, je reviens à l'introduction, pour éviter un certain nombre d'expériences. Les expériences, c'est quoi? C'est le discours des extrêmes. Vous voyez, le discours des extrêmes. Certains thèmes font aujourd'hui le lit d'un discours de rupture. Et ça, c'est évidemment, tous ceux contre quoi va se battre ce livre, c'est d'imposer qu'il n'y ait pas un discours de rupture. Alors, les réformes qui sont proposées, vous l'imaginez bien, elles sont très business friendly, très amicales. C'est d'ailleurs rédigé par des amis du monde des affaires. Cette introduction est l'œuvre conjointe de Olivier Pastré et de Jean-Hervé Lorenzi. Bon, je vais quand même rappeler les différentes casquettes, les conflits d'intérêts qu'ont ces deux personnes. Jean-Hervé Lorenzi, alors c'est d'après Jean Gadret. Vous m'entendez pas? Si? Ça va? Non? D'accord. Alors, depuis 2006, il est président du conseil surveillant de la société Edmond de Rothschild Private Equity Partners. Il est membre du conseil de surveillance de la compagnie financière Saint-Honoré, membre du conseil d'administration de Euramet, un groupe minier métallurgique, de GFI Informatique, de BNP Paribas, de Pageone à France Télécom, et ainsi de suite. Il est membre du conseil de surveillance de la Fondation du Risque, qui comprend AGF, AXA, Groupama, la Société Générale, et ainsi de suite. Mais quand vous le voyez dans les médias, et vous avez l'occasion de le voir assez régulièrement, il est systématiquement présenté partout comme président du cercle des économistes. Et on voit là la fonction essentielle du cercle des économistes, qui est de servir de façade, d'écran, en vérité, des amis des financiers. Alors, Olivier Pastré, son cas est encore plus grave, pour ainsi dire, puisque lui, il est directement, il est directement président d'une banque, d'un établissement tunisien qui s'appelle IM Bank. D'après son propre CV, il a piloté plus de 30 privatisations au Maghreb, télécommunications, construction navale, services informatiques, hôtellerie, fonderie, et ainsi de suite. Ça, donc, notamment en Tunisie, alors qu'il y avait Monsieur le Président Ben Ali. Et il est administrateur de l'association des directeurs de banque, vous voyez, Professional Fellow de l'Institut Europlace de Finance, et ainsi de suite. Bon, donc là, on a directement des gens qui appartiennent au monde des affaires. Je dirais que face à ça, quel est l'enjeu pour nous? L'enjeu est pour nous de rouvrir le champ des possibles.
L'objectif pour eux, on le voit, c'est que droite et gauche se ressemblent, que le débat économique finisse par devenir extrêmement technique et centré dans un mouchoir de poche. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est pas vous convaincre, c'est plutôt essayer de simplement ouvrir le champ des possibles. Alors moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas histologue, je suis pas sociologue, je ne suis pas historien, je suis rien. Et je dirais, en un sens, tant mieux. Vous savez, vous connaissez la phrase de Clémenceau, la guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier aux militaires. On pourrait peut-être dire la même chose de l'économie. Mais, et aussi, je compare ça parfois au débat entre théologiens au Moyen-Âge sur le sexe des anges. Il y a des fois, si on laisse discuter des économistes entre eux, on peut en finir en avoir un débat technique qui peut être relativement réduit. Il est peut-être nécessaire qu'il y ait d'autres sciences, voire des touches-à-tout, qui s'intéressent un peu à ça, un peu comme les Persans de Montesquieu viennent observer la France. Il peut y avoir des Persans qui viennent observer le débat économique. Alors, le premier chapitre, je ne m'éloigne pas de ma lecture, rassurez-vous. Le premier chapitre est consacré à la démondialisation. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si c'est le premier chapitre, parce que c'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte de leur système. C'est le libre-échange, c'est la clé de voûte de la domination libérale. Et elle est mise en danger. Lui-même le dit, l'auteur de cet article le dit. D'après les enquêtes d'opinion Eurobaromètre, la France est à l'avant-dernier rang en Europe concernant les réponses positives à la question « Pensez-vous que la mondialisation représente une chance pour les entreprises de votre pays ?» Et par ailleurs, il y a un deuxième facteur qui est aggravant, c'est qu'on a une mise en cause aujourd'hui du libre-échange, parce que la thèse de la démondialisation est simple et est également efficace sur le plan politique. On pourrait la résumer comme suit. La mondialisation n'a pas simplement accompagné un recul de l'emploi industriel en France, elle a causé. Donc vous voyez, il y a une mise en cause de la mondialisation tant par le peuple, par les sondages d'opinion, que par une fraction de la classe politique qui est tentée par un discours populiste, démagogue et ainsi de suite. Donc là, c'est normal que ça soit le premier chapitre. Il faut surtout qu'on ne touche pas à ce socle. Alors, qu'est-ce qui va en être dit ? Il va en être dit d'abord qu'il a quelques inquiétudes, mais que dans l'ensemble, ce monsieur est rassuré. Page 26. Doit-on s'attendre à une offensive en termes de démondialisation après les élections françaises ? En réalité, quelle que soit l'issue des scrutins, la réponse est négative. Donc vous voyez, vous pouvez aller voter, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, la mondialisation continue d'être heureuse. Développer des activités à l'étranger ne signifie pas en détruire en France. L'économie mondiale s'agrandit chaque année, ce qui laisse de la place, en fin de compte, pour plus d'activités. Tout va bien, vous voyez. Si on fait produire à l'étranger, mais ça fait plus d'activités. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut juste faire de la pédagogie. Il faut réconcilier les Français avec la mondialisation. C'est tel quel, hein. C'est pas des inventions. Hein. Réconcilier les Français avec la mondialisation. Tous ces problèmes-là ne se règlent pas avec des droits de douane. Et donc, il faut conclure par quoi ? Combattre, c'est une vision simpliste à combattre. Et il y a un nécessaire accompagnement de la mondialisation. Alors, je vais demander de l'eau, si c'est possible. Ah, pardon. Et il y en a pour Philippe, merci. Je pose pas de questions. Non, non. Bon, je dois dire qu'il est un peu difficile pour moi de ne pas faire 1 heure sur le terrain du protectionnisme contre le libre-échange. Quand on a consacré un bouquin, ça veut dire quelques années à réfléchir sur cette question-là, c'est un peu compliqué. Donc simplement, contre cette contre-démondialisation, je dirais juste une chose. Le libre-échange, c'est-à-dire la libre circulation des capitaux et des marchandises à l'échelle de la planète, c'est vraiment la clé de voûte de leur système. C'est grâce à ça que les dirigeants économiques ont neutralisé la politique. C'est grâce à ça que l'économique a pris le pas sur la politique. Pour ça, je vais simplement vous donner quelques citations. La première sera de Bernard Arnault. Donc c'est sur le terrain industriel. C'est dans son livre qui s'appelle La passion créative. Il faut savoir que j'avais déjà rencontré Bernard Arnault en assemblée générale des actionnaires de LVMH, puisque on avait rencontré avec la déléguée CGT d'une boîte qui fermait parce qu'elle produisait des costumes qui revenaient à 80 € à Poix-du-Nord près de Maubeuge.
ils avaient trouvé, la direction de la LVMH avait trouvé que ça pouvait être fabriqué à 40 € en Pologne, alors que c'était vendu 990 € dans les magasins Kenzo. Donc on était allé voir gentiment Bernard Arnault en Assemblée Générale des Actionnaires, et il avait répondu ça. Moi, je ne suis pas responsable, si vous voulez, des problèmes qui sont structurels à l'évolution de cette mondialisation, de cette européanisation. Et c'est lui-même qui, alors je me suis mis à lire qui signalait ça. Et pour moi, c'était effectivement le socle sur lequel son pouvoir était assis. Et il le confirme dans son livre La Passion créative, où il écrit ça. Les entreprises, surtout internationales, ont des moyens de plus en plus vastes et elles ont acquis en Europe la capacité de jouer la concurrence entre les États. L'impact réel des hommes politiques sur la vie économique d'un pays est de plus en plus limité. Et il conclut, heureusement. Il menace, c'était au temps de Jospin. Nous évoluons dans un système beaucoup plus mobile qu'il y a une quinzaine d'années. Face à cela, que peuvent faire les États? Il leur est pratiquement impossible de s'opposer à une mobilité des entreprises à travers l'Europe. Ce qu'il vient dire là, c'est que toute mesure positive, et ensuite il parle des 35 heures, lui, il y répondra si nécessaire par des délocalisations. Donc ça, c'est vrai sur le terrain industriel, sur le terrain social, mais c'est vrai aussi sur le terrain fiscal. Son livre, La Passion créative, est coécrit avec un journaliste économique qui s'appelle Yves Messarovitch, qui aurait pu figurer dans le film de Gilles Balbastre qui est là, Les Nouveaux Chiens de Garde, et qui n'a pas eu cet honneur, mais enfin, qui travaillait au Figaro Magazine, et il écrit ceci. Là où la fiscalité pénalise l'économie, la concurrence intra-européenne exercera une pression telle que nos futurs gouvernements devront renoncer à quelques aberrations qui alimentent d'importantes sorties de capitaux. Citons-en 3, l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les bénéfices des entreprises et les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Yves Messarovitch, il dit « Grâce à la concurrence entre les pays en Europe, ça va permettre de diminuer la fiscalité à la fois sur les riches et sur les entreprises. » Je vais prendre le cas de l'impôt sur les sociétés, qui est le moins connu de ces impôts, mais qui en fait, parce qu'on parle plus de l'ISF et ainsi de suite, mais qui en fait est l'impôt le plus important en termes de rentrée fiscale. Aujourd'hui, le taux affiché de l'impôt sur les sociétés est de 33,3%. Au milieu des années 80, en 1985, il était de 50%. Vous voyez, je me suis rendu au syndicat national unifié des impôts pour vérifier tout ça. Il était de 50%, on est passé à 33%. Donc déjà, là, ça veut dire des dizaines de milliards qui ne rentrent plus dans les caisses de l'État. Mais ça, c'est ce qui est affiché. Le taux réel d'imposition des sociétés du CAC 40 est de 9%. Des multinationales est de 12%, et des PME, des petites et moyennes entreprises, est de 30%. Alors là, on va dire, mais le monde est vraiment trop injuste, comment ça se fait que ce sont les petits qui payent plus, et ainsi de suite. Bon, il se trouve que, simplement parce que les grosses entreprises ont une capacité à jouer sur les avantages fiscaux en Europe ou dans le monde, bien davantage que les PME. C'est ce que les fiscalistes appellent une prime à la mobilité. C'est-à-dire ceux qui sont le plus capables de se déplacer payent le moins. Un exemple, EADS, donc la société de Lagardère, avant même d'être créée, puisqu'avant c'était Aérospatiale en France et Daimler Chrysler en Allemagne. Avant même d'être créée, il y a une coquille vide qui est placée à La Haye, aux Pays-Bas, qui s'appelle EADS et qui est prête à recueillir le siège social de la société. Pourquoi aux Pays-Bas, à La Haye? Parce que là-bas, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Vous voyez, avant même d'avoir créé la réalité de la société, eh ben, on a déjà pensé au lieu qui favoriserait le meilleur régime fiscal. Donc ça c'est quelque chose qui joue aujourd'hui massivement en Europe. C'est pour ça que je m'étends un petit peu là-dessus, à savoir que les systèmes fiscaux ont produit un déplacement de ce qui est le plus mobile. Le plus mobile, c'est quoi? Ce sont les capitaux, dont on nous dit qu'ils se déplacent à la vitesse de la lumière ou d'un clic d'ordinateur. Ensuite, ce sont les entreprises. Donc on leur supprime la taxe professionnelle, sinon on risque de partir fabriquer les voitures au loin, ainsi de suite. Ce qui est le plus immobile et qui peut être le plus facilement taxable, c'est vous. C'est moi. Moi, j'habite à Amiens. J'ai 2 enfants, j'ai les grands-parents qui sont sur place. J'ai mon boulot, mais je vais travailler à Paris, ainsi de suite. Si je dois me délocaliser, parce que finalement il y a un meilleur régime fiscal pour moi au Portugal, ça va être un peu compliqué pour moi. Vous voyez, pour vous c'est pareil, vous êtes immobile. Donc résultat, qu'est-ce qu'on augmente? On fait des hausses sur la TVA et sur les impôts locaux. C'est comme ça qu'on compense partiellement les baisses fiscales de l'autre côté. Et le dernier point où est neutraliser la politique, c'est sur les politiques environnementales. Alors,
on a cette phrase de Gary Becker, donc, qui est un peu l'équivalent de Yves Messarovitch, mais versant américain, dans Business Week. Donc on est en 1993. Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. Vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est que Gary Becker écrit ça en 1993, au moment où en Europe il y a le traité de Maastricht, mais où aux États-Unis il y a l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, et il a une vision de ce qui va se passer. Nous, on avance souvent dans l'histoire comme dans le brouillard, lui, il sait où est-ce qu'il va. Et bien, ça va permettre, cet accord là-bas aux États-Unis va permettre de diminuer les droits sociaux et environnementaux. Ou encore, on a cette phrase de Lawrence Summers, avant qu'il ne soit un conseiller du président vert Barack Obama, qui était chief économiste à la Banque mondiale, qui, dans une note intitulée Good Environmental Practice, bonne pratique environnementale, écrit ceci: juste entre vous et moi, la Banque mondiale ne devrait-elle pas encourager davantage la migration des industries sales vers les pays moins développés? La logique économique derrière le déchargement des déchets toxiques dans les pays aux salaires les plus bas est irréprochable et nous devons la regarder en face. Et c'est de fait ce qui s'est passé depuis 20 ans. Par exemple, un pays comme l'Angleterre, son taux affiché de CO2 émis, c'est moins 6% depuis 10 ans, enfin depuis 15 ans. En vérité, si on réintègre tous les produits qui sont produits là-bas et qui ont été délocalisés, on arrive à plus 11%. Vous voyez, il y a eu une délocalisation des gaz à effet de serre et ainsi de suite. Alors là, ce face à quoi on se retrouve, c'est qu'en fait, dans le cadre de la mondialisation, dans le cadre du libre-échange, toute mesure de progrès est interdite. D'ailleurs, c'est simple, en 1981, c'est quelque chose dont la gauche était encore consciente. Puisque la 20e proposition du candidat François Mitterrand à l'époque, c'est qu'il faut réduire à 20% le taux d'ouverture de l'économie. Parce qu'à l'époque, la gauche sait qu'on ne peut pas, enfin elle le sait, mais elle le sait manifestement pas suffisamment, qu'on ne peut pas mener une expérience progressiste, que ça soit sur le plan fiscal, sur le plan social ou sur le plan environnemental, en régime de libre-échange, avec une économie ouverte, entourée par des gouvernements libéraux ou conservateurs. Vous voyez ? Et c'est un peu cette conscience qui s'est perdue, et dont le travail du cercle des économistes est surtout là pour qu'on ne la retrouve pas. C'est-à-dire qu'on est comme des hamsters condamnés à pédaler toujours plus vite, parce que le hamster chinois pédale pour moins cher, le hamster roumain aussi, le hamster allemand est beaucoup plus efficace et puis part en retraite plus tard, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a l'interdiction de pensée politique parce qu'on est enfermé dans notre cage à pédaler toujours plus vite. Et ça, il ne faudrait surtout pas qu'on en sorte. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire... Pour moi, contre ce discours, il y a la nécessité d'afficher un protectionnisme qui n'est pas une fin, mais qui est un moyen. Donc il faut énoncer les finalités solidaires pour le progrès social, environnemental, fiscal. C'est-à-dire, je redis, c'est un moyen, c'est une arme, c'est un outil dans la boîte à outils parmi d'autres outils. Et cet outil ou cette arme n'a pas du tout le même sens pour moi si elle est entre les mains du Front National ou entre les mains du Front de gauche. Alors là, on voit qu'ils sont très rassurés, le cercle des économistes, ils le disent, quoi qu'il arrive, de toute façon, il n'y aura pas de démondialisation. Et en même temps, il faut considérer que, quand on est protectionniste comme moi, nous avons déjà marqué une première victoire importante, puisqu'ils sont obligés de lui consacrer un chapitre, de se bagarrer sur cette question-là, et d'exposer notre thèse à l'intérieur de ce chapitre, et donc, c'est-à-dire de venir sur notre terrain. Et c'est déjà une première bataille qui est remportée dans ces cas-là. Alors je passe sur quelques chapitres qui sont un peu moins d'actualité et j'en viens à la question de la dette. C'est le chapitre 10. Là, on est dans le pur TINA, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative. Je cherche, respire. Le titre, c'est rigueur de droite, rigueur de gauche. Et vous allez voir qu'il y a des grosses différences. L'orientation de la politique économique qui va marquer les 3 prochaines années est connue. L'heure sera à la rigueur, la vraie, pas les mesurettes d'août 2011. Vous voyez, c'est annoncé. Il y a une seule solution à la crise de la dette. L'ajustement maîtrisé de nos déficits est le seul moyen de reprendre le contrôle de notre avenir financier et donc économique. Voilà.
là, ça aboutit à une remise en cause de l'État. Nos déficits démontrent que nos politiques publiques sont à bout de souffle, donc il faut revenir sur nos déficits publics. Et là, il y a une phrase qui me paraît intéressante. La rigueur, c'est l'occasion de doper la croissance. Là, cette phrase me paraît intéressante, notamment par le mot « occasion ». Vous voyez ? Le mot « occasion » qui réapparaît, page 119. Ce peut être l'occasion de renoncer aux illusions sur l'État protecteur et de faire enfin le pari audacieux en faveur du marché, qui devrait être la marque de la droite. Vous voyez ? Donc, là, on a « occasion » 2 fois en 3 pages. Ça veut dire qu'ils perçoivent bien la crise de la dette comme étant une fenêtre d'opportunité. Une fenêtre d'opportunité dont ils vont se saisir pour mener leur logique jusqu'à son terme. Alors, quelle est-elle ? Pour la droite, c'est ça. C'est là un grand projet pour la société, c'est le chemin dans lequel se sont engagés nos amis et voisins britanniques, qui n'ont pas perdu l'ambition et la flexibilité qu'ils ont portées si haut dans l'histoire économique du monde. Le programme du gouvernement de David Cameron, issu des élections de mai 2010, illustre ces orientations. La Grande-Bretagne, après un long règne travailliste, donc vous voyez là les travaillistes déjà, du temps de Tony Blair, c'était un peu, et Gordon Brown, c'était un peu trop l'extrême gauche, quoi. Après un long règne travailliste était au bout du rouleau, comme la France aujourd'hui. Ces déficits étaient insoutenables. Les agences de notation avaient placé la dette britannique sous surveillance négative. Le nouveau gouvernement a pris le taureau par les cornes. L'idée de base est que l'État remplit mal ses missions. Il est submergé par leur accumulation sans limite. Son organisation est défectueuse. Il connaît mal le détail des besoins. Il faut organiser ses services au plus près du terrain et ainsi de suite. Il faut réduire l'État comme le font nos camarades britanniques. Alors, pour la gauche, il y a un autre modèle. C'est le modèle allemand. De même, la gauche peut-elle, à cet égard, trouver une inspiration dans les réformes du gouvernement Schröder ? Vous voyez ? Le plan Hartz, la réduction du coût du travail sauvage qui a été effectuée du temps du gouvernement Schröder, c'est, voilà, si vous voulez, le cercle des économistes, son idéologie, elle peut aller entre David Cameron et Gerhard Schröder. Vous voyez un peu, donc on n'ira pas plus à gauche que ça, mais voilà, et en gros, il faut faire la même chose, puisque ce qui est sûr, c'est que la politique qui nous attend se résume en un mot, rigueur. Rigueur de droite ou rigueur de gauche, personne n'a vu la différence, mais en gros, voilà. Alors, contre ça, contre ce fatalisme, parce que c'est une fabrique du fatalisme, c'est l'instillation quotidienne du on ne peut pas faire autrement, parce que c'est plus la mondialisation heureuse, c'est fini ce temps-là, le temps de la mondialisation heureuse. Maintenant, c'est la mondialisation subie, mais on ne peut pas faire autrement. Eh bien, je m'applique évidemment à donner des exemples de ce qui s'est fait ailleurs, éventuellement. Alors, vous connaissez l'Équateur, vous connaissez l'Islande, vous connaissez l'Argentine, mais à Fakir, on aime bien se référer à notre histoire. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait m'apporter un Cho Fakir contre la dette, qu'on leur coupe la dette, si c'est possible? Je voudrais faire une citation dedans. Ouais, il y a les Cho Fakir. Alors je vais faire une page de pub pendant ce temps-là. Ouais, non, c'est un Cho. Le Cho, ça veut dire petit en picard, vous voyez. Donc le vrai Fakir est en vente pour 3 €. Éventuellement, si vous êtes gentil, on peut faire 2 numéros pour 3 € à la sortie, vous voyez. Il peut y avoir un plan de rigueur. Si jamais vous êtes dans la rigueur, il peut y avoir une réduction, une promo comme ça. Mais le Cho Fakir, ce sont des journaux de 4 pages qu'on fait pour résumer une question de manière plus succincte, pour que ça soit donné au bureau auprès de personnes qui sont un peu moins initiées, et ainsi de suite, que ça puisse se diffuser en manif. Vous le trouvez pas? Voilà, il y en a un là. Ah non, mais ça c'est après les élections à Balston, c'est pas le bon. Sinon, il y a ces solutions qui leur font peur, c'est pareil. Bon, c'est pas grave. Mais, alors, je disais, j'aime bien me référer à notre histoire. Prenez Philippe le Bel. 1307, il me semble, le règlement de sa crise de la dette. En fait, il en a eu toute une succession. Philippe le Bel, il y a des gens qui s'appellent les Templiers, qui ont acquis des territoires de plus en plus importants, des trésors, et ainsi de suite. Et lui, il a une grave crise de la dette, Philippe le Bel. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il dit, oh, les Templiers, ce sont des hérétiques, je les prends, je leur fais un procès, j'en brûle quelques-uns, je récupère leurs biens au moins temporairement, et ma crise de la dette est partiellement réglée.
Vous voyez, c'est une première solution qu'il a trouvée à la crise de la dette, mais c'est pas le seul. Louis XIV, qu'est-ce qu'il fait? Son surintendant Fouquet, il lui fait de l'ombre, il devient de plus en plus riche, il fait des grosses fêtes, pendant que lui a des problèmes de trésorerie. Il dit « Oh, c'est pas gentil Fouquet, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire un coup d'État. » Merci beaucoup. Il a voulu faire un coup d'État. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je le prends, je l'emprisonne, je lui fais un procès, le procès tourne mal, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à lui couper la tête suffisamment rapidement. Donc finalement, il l'envoie en exil et en prison, et hop, il prend ses biens et il règle partiellement son problème de la dette. À tel point que, d'après, j'ai lu un bouquin qui s'appelle, cette fois sa dernière, de Kenneth Rogoff et Carmen Reinhardt. Alors Kenneth Rogoff est un mec sérieux puisqu'il est chief économiste du FMI. Vous voyez, il était chief économiste du FMI, du Fonds monétaire international. Et il a publié un bouquin dans lequel il explique comment se sont réglées dans l'histoire les crises de la dette, et notamment par le défaut. Il dit, la France a fait 8 fois défaut, et à tel point que c'était devenu une tradition. On disait, une fois par siècle, c'était une recommandation publique, comme ça, il faut saigner les créanciers. Une fois par siècle, vous prenez les créanciers, vous les saignez, et c'est comme ça que vous réglez votre crise de la dette. Et il dit, finalement, c'était une restructuration efficace de la crise de la dette. C'est Kenneth Rogoff, chief économiste du FMI, qui le dit dans son bouquin. Mais un autre exemple dans notre histoire, c'est la Révolution française. Qu'est-ce que la Révolution française? Pour l'essentiel, c'est le règlement d'une crise de la dette. Entre 1777 et 1783, la France mène une guerre d'indépendance aux côtés des Américains, enfin de ceux qui vont devenir les Américains en Amérique du Nord, avec Lafayette qui va faire le malin là-bas pour se venger de nos amis anglais. Vous voyez? On en revient en 1783, Lafayette il est tout content, on a gagné, mais ça a été une ruine. On a dépensé des sommes colossales dans cette histoire. À tel point qu'en 1788, 50% du budget de l'État est consacré au service de la dette. Donc vous voyez, là, c'est plus tenable. Louis XVI, il demande à Necker, bon alors qu'est-ce qu'on fait? On est bien embêté, là. Il dit, bon, faut faire venir les États généraux, et puis on va faire une réforme fiscale. Enfin, ils disent pas que ça comme ça, mais enfin, on va augmenter la TVA, en gros, et puis on va ponctionner un peu plus la bourgeoisie et le tiers-État. Enfin, la bourgeoisie, c'est le tiers-État aussi, le peuple, la bourgeoisie, tout ça, en espérant que le clergé et l'aristocratie se mettent d'accord, mais ça, on peut pas le faire sans cette réforme-là, sans avoir un semblant de démocratie, quoi. Donc, allons-y pour des États généraux. Il convoque les États généraux. Vous êtes au courant, les choses ne se passent pas tout à fait comme il l'espère, notamment parce qu'il parvient à y avoir une alliance des classes populaires et de la bourgeoisie qui signe un refus le 14 juillet à la ville. C'est la grande peur à la campagne. Donc voilà, ça passe pas. La réforme fiscale, elle ne passe pas comme attendu. Ça se complique pour le roi. Bon, je passe les détails. Mais à l'automne 1789, le problème de la dette n'est toujours pas résolu. Et là, c'est un évêque. Un évêque qui s'appelle Talleyrand, c'est un évêque donc, hein. Un évêque qui s'appelle Talleyrand qui déclare ceci, non c'est pas seulement sérieux, mais qui dit « Le clergé n'est pas un propriétaire à l'instar des autres propriétaires. » Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit là, Talleyrand? Il dit « La solution à la crise de la dette qu'on vit, c'est de prendre tous les biens du clergé. » Vous voyez? Ou un gros paquet de biens du clergé. Il faut nationaliser tout ça. Il le dit à la mi-octobre 1789. À la fin novembre 1789, la mesure est actée. En un peu plus d'un mois, ça va être les assignats, ça va être la vente de tous les biens du clergé, qui non seulement vont régler largement la crise de la dette, mais vont aussi financer les révolutions, financer la défense de la révolution face aux armées qui sont en train de nous assiéger, enfin qui vont nous assiéger un petit peu plus tard, ainsi de suite. Ensuite, ça va être l'aristocratie qui va être confisquée de la même manière lorsqu'elle part en exil. Donc là, il y a eu un règlement de la crise de la dette. Et d'une manière que, évidemment, en 1788, personne, il n'y a pas un fou dans le royaume, qui aurait imaginé qu'un an plus tard, cette puissance, même pas séculaire, mais millénaire, qu'est l'Église, se verrait spoliée de ses biens. Personne n'imaginait cette solution un an auparavant. Mais nécessité fait vertu. Et là, je crois que aujourd'hui, face au plan de rigueur dont on sait que historiquement, ils n'ont quasiment jamais fonctionné, face au plan d'austérité, ainsi de suite, on peut se poser la question. Là, vous savez, Talleyrand, quand il fait ça, il dit au fond, si on fait ça, c'est légal, parce que le clergé, c'est pas un propriétaire comme les autres.
Au fond, il a reçu des biens de gens qui mouraient, c'était pour aider les pauvres, l'État aidera les pauvres mieux que l'Église, donc on peut lui piquer les biens. Vous savez, quand on a décidé de prendre une mesure, quand Poutine décide de confisquer tous les biens à ces oligarques, on trouve toujours un habillage juridique pour ça. Donc là, la question c'est, quels sont les biens qu'on pourrait confisquer? Bon, évidemment, moi je pense que les sociétés d'autoroutes, TF1, EDF, GDF, il y a un certain nombre de biens qui appartenaient aux biens publics et qu'on pourrait reprendre si vraiment, si c'est nécessaire. Mais même plus largement, quand on sait qu'on nous ressasse le mot crise quasiment, je pense que j'étais dans le ventre de ma mère, j'entendais le mot crise, moi. Vous voyez, je suis né en 1975, j'ai regardé les discours de Giscard. En 1975, Giscard, il parle de crise et de croissance déjà. Hein. On est déjà dedans, c'est la même chose quasiment. Bon, quand on sait ça et que pendant ce temps-là, les dividendes ont été, comparés à la masse salariale, ont été multipliés par 3. C'est-à-dire qu'en 1980, c'était 4% du PIB qui partait en dividendes. Aujourd'hui, c'est 12%. On peut se demander si ce triplement des dividendes, ce sont des biens légitimes. Vous voyez, il y a un tas d'interrogations qu'on pourrait se faire, non seulement sur la dette illégitime, mais aussi, sans doute, sur les biens illégitimes, et qui ferait que le discours fataliste que veut nous servir le cercle des économistes, sur il n'y a qu'une solution à la crise de la dette, c'est la rigueur, la rigueur, la rigueur, serait battu en brèche. Alors il y en a d'autres des solutions. Hein. Il y a la dévaluation, maintenant c'est plus compliqué avec l'échange flottant. Il y a l'inflation, qui ont été des solutions qui ont aussi plus douces, qui ont aussi historiquement marché. Mais c'est tout l'objectif de ces cercles, c'est de nous maintenir dans un éternel présent. Il ne faut pas qu'on regarde des expériences ailleurs, il ne faut pas qu'on regarde des expériences passées. Il faut qu'on reste dans le c'est comme ça. Vous savez, c'est une figure en littérature qui s'appelle, puisqu'on est dans l'analyse littéraire, c'est comme une analyse littéraire des textes du cercle des économistes, c'est une figure en littérature qui s'appelle la tautologie. Et vous regardez les textes de l'idéologie dominante, ce sont souvent des textes qui fonctionnent sur la tautologie. Et la phrase emblématique, c'est le c'est comme ça. C'est-à-dire, ça tourne en rond. Mais quelque part, c'est normal qu'un cercle tourne en rond. Dernier point, quel est l'adversaire? Alors, bien sûr, ce sont des textes neutres, qui sont des recommandations techniques, de scientifiques, de l'économie, donc il n'y a pas d'adversaire, vous voyez. Il n'y a surtout pas d'adversaire, il n'y a pas les banques comme adversaire, par exemple. Je vous lis un petit passage, quand même, pour que vous ne soyez pas tentés par ce populisme. Hein. Nous serions tentés de recommander aux politiques de ne pas porter de jugement trop hâtif. Voyez ? Les politiques français sortiraient grandis de cet exercice en reconnaissant que l'industrie bancaire française, raisonnablement concentrée et structurée autour d'un modèle de banque universelle qui fait tous les métiers, forgé par la loi bancaire de 1984, a plutôt mieux résisté à la crise que ses principaux concurrents et n'a, à ce jour, pas exagérément démérité quant à la réponse à donner à celle-ci. Voyez ? N'accusez pas les financiers, n'accusez pas des banques, ça serait du populisme. En revanche, il y a d'autres personnes qui sont un peu à blâmer, quoi. Et il y a un chapitre quand même, bon, il y a plusieurs chapitres qui nous disent un peu qui est l'adversaire, quoi. La réalité française est plutôt celle d'une dépense publique incontrôlée, d'un déficit structurel massif et d'un affaiblissement continuel de la croissance. Et pourquoi il y a tant de dépenses publiques? Parce que la préférence française pour la redistribution sociale conduit à un modèle de croissance tiré par la demande, alimenté par la dépense publique. Le problème, c'est la préférence française pour la redistribution sociale. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? En fait, c'est que depuis 30 ans, il y a l'augmentation continue des prestations sociales. Vous voyez, ça c'est embêtant. Et l'augmentation continue des prestations sociales est la raison fondamentale de notre affaiblissement économique et politique. Vous voyez, ça c'est clair. Le problème, ce sont les prestations sociales. En revanche, il y a des gens à qui il faut rendre service par une baisse de l'imposition des bénéfices et par une baisse du poids des charges sociales. Vous voyez? Donc là, puisqu'on est dans l'analyse littéraire, toujours un mot sur le ton. On est sur un ton très docte, un peu ennuyeux, hein, très tranquille, une langue assez neutre, technique, un peu plate, on dirait du Sciences Po, je pense. Pourquoi? Parce que quand on a pour soi la force des choses, et ils ont pour eux la force des choses, ils ont pour eux l'argent, ils ont pour eux les médias, ils ont pour eux le pouvoir, on n'a pas besoin d'avoir la force des mots. On peut mener la guerre des classes
sans la déclarer. Et c'est en général comme ça qu'elle se mène. Bon, elle se mène sans se déclarer, avec ce langage un peu technique, doux, feutré. D'ailleurs, le mot classe n'est jamais présent. Il y a un chapitre sur les incontournables conflits intergénérationnels. Vous voyez, il y a des trucs sur un chapitre sur les jeunes contre les vieux, mais il n'y a pas de chapitre sur les pauvres contre les riches. Par exemple, un grand silence, c'est le silence sur le partage de la valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que le partage de la valeur ajoutée en 2 mots? J'ai fait un bouquin donc, qui s'appelle La guerre des classes. Excusez-moi, je vais en prendre une petite louche. Où je citais cette phrase de Warren Buffett. La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter. Bon, d'abord, rares sont les milliardaires qui s'expriment avec autant de franchise, et je dois dire, dans le cas de Warren Buffett, avec regret. C'est-à-dire que, dans le cas de Warren Buffett, si on doit être honnête, il regrettait, en l'occurrence, que sa secrétaire paye moins d'impôts en pourcentage, plus d'impôts en pourcentage, pardon, que lui. C'est de là que c'est parti. Et il regrettait sincèrement, et donc il espérait qu'on arriverait à une société sans guerre des classes, sans lutte des classes, en tout cas je ne crois pas que ça soit faisable, mais il n'était pas le seul à établir ce constat. Je lisais ça à l'époque, donc c'était en 2007, il me semble, ouais, en juillet 2007. The global upward trend in the profit share. Hausse tendancielle mondiale de la part des profits. La part des profits est inhabituellement élevée à présent, et la part des salaires inhabituellement basse. En fait, l'amplitude de cette évolution et l'éventail des pays concernés n'a pas de précédent dans les 45 dernières années. Alors, d'où étaient tirées ces lignes? Il y en a peut-être qui le savent parce que j'ai déjà fait des débats, non? Bon. Non, y a pas, ça laisse des traces, hein, c'est ça qui est agréable. Non, je déconne. Alors, on croirait une communication d'attaque, puisqu'on nous dit là qu'il y a une hausse. Jamais les profits n'ont été aussi élevés, jamais les salaires n'ont été aussi bas. Ça, c'est vrai dans l'ensemble des pays industrialisés, et c'est une situation inédite depuis 1945. Qui vient nous dire ça? On croirait du Attaque, de la CGT, du Besancenot, du Mélenchon. Enfin, c'était pas encore Mélenchon à l'époque. Mais en vérité, c'est un document de la Bank for International Settlements, la Banque des règlements internationaux. Vous voyez? Donc c'est une institution qui réunit les banquiers une fois par mois à Bâle en Suisse. Donc vous voyez, on ne va pas à Bâle en principe pour rigoler. Et ils se réunissent et ils énoncent des règles prudentielles. Et c'est eux qui disaient jamais les profits n'ont été aussi élevés, jamais les salaires n'ont été aussi bas. On avait le même constat d'Alan Greenspan et ainsi de suite. Alors, si on veut le chiffrer, en France c'est 9,3% en gros de la valeur ajoutée qui, en 1983, allait au travail et va désormais au capital. 9,3% du PIB. Alors, le PIB étant de 2000 milliards d'euros, on va arrondir à 10%, ça veut dire qu'on aurait tous les ans 200 milliards d'euros supplémentaires qui iraient dans la poche des salariés et 200 milliards d'euros en moins pour le profit si on était dans la situation de 1983. Alors il y a des économistes qui disent que la situation de 1983 était un peu déséquilibrée, vous prenez le point haut, mais prenons le point bas des années 60 ou même du milieu des années, de la fin des années 80, on en reste à 5% de différence. Ça ferait encore 100 milliards d'euros, vous voyez, qu'on pourrait récupérer. 100 milliards d'euros, évidemment, c'est plusieurs fois le trou de la Sécu, plusieurs fois le déficit de retraite. Alors, je pourrais vous expliquer éventuellement dans le débat comment ces centaines de milliards d'euros ont été pris, ce que j'appelle un hold-up géant, dans la poche du travail pour être redonné au capital, mais l'enjeu, c'est simplement de voir là que, y compris Warren Buffett, la Bank for International Settlements ou Alan Greenspan énonçaient un fait, car c'est un fait, ce partage inégal de la valeur ajoutée aujourd'hui, qui est absent d'un texte qui fait quand même plusieurs centaines de pages du cercle des économistes. Donc là, on a affaire à une omission qui est une omission majeure. C'est-à-dire que quand je faisais des conférences sur les médias, je disais oui, les médias mentent, c'était le t-shirt et les titres de l'ex-PLPL plan B. Oui, les médias mentent, mais ils mentent notamment par omission, parce qu'ils ne disent pas. Et là, on a une omission qui est quand même très importante. Alors, je conclus, puisque j'ai vu que Philippe regardait sa montre, donc c'est un signe. Il y a là, on a une longue bataille à mener pour que leurs évidences n'en soient plus. Mais au-delà de la bataille intellectuelle, je pense que l'enjeu pour nous, c'est
quelle force sociale on parvient à mobiliser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en face, c'est pas bien brillant quand même. Et qui sont plutôt forts de nos faiblesses qu'autre chose. La faiblesse de nos médias, par exemple, c'est-à-dire que le discours critique, au fond, on ne parvient à le diffuser que par des petites feuilles alternatives et ainsi de suite, ou des médias qui sont quand même en général dominés, ou via des partis qui restent en reconstruction. Ceci dit, alors j'ai souvent un point de vue pessimiste sur la presse alternative n'est pas une alternative. En même temps, je dis aussi, en 1789, le principal média, c'était l'Église, qui, tous les dimanches, avait la capacité de reproduire un sermon, un discours, dans toutes les paroisses du pays. Alors, il y avait quelques prêtres rouges dissidents, mais en gros, c'était ça. Mais les petites feuilles, le bouche à oreille, les colporteurs ont fait finalement un travail idéologique. Et il est possible qu'aujourd'hui, puisqu'on n'est pas ici par hasard, j'ai remercié les militants du Cercle des économistes, mais il faut dire pourquoi on est ici. C'est qu'il y a eu une petite chaîne qui a grossi comme une somme de petites rivières. J'en prendrai quelques... Je pense que le point de départ, c'est Jean Gadret, de mon point de vue. L'économiste Jean Gadret, sur son blog, relativement confidentiel, mais c'est le premier à avoir tapé de front, on donnera des informations si c'est pas lui, mais sur ses confrères, et c'est d'autant plus difficile quand ce sont des confrères, Jean-Hervé Lorenzi, Christian de Boissieu, Olivier Pastré, ainsi de suite. Ce petit truc sur un blog, bon, nous on l'a repris dans Fakir, il y a eu le film, ensuite ça grossit avec le film Les Nouveaux Chiens de Garde, il y a eu Là-bas si j'y suis qui a fait des émissions sur le Cercle des économistes, il y a eu Le Monde diplomatique qui a publié un papier, donc vous voyez, on est là dans une somme de petites choses militantes, d'une rivière qui grossit, qui fait que on est là aujourd'hui dans une bataille des idées qui se mène sur un temps long. Et il y a une chaîne on commence à se donner la main, il y a une chaîne qui commence à se construire. C'est une étape ici, mais c'est évidemment pas la dernière. Et je vous remercie pour votre attention en tout cas. Bien, merci François de ce brillant exposé comme d'habitude. On va donner la parole à la salle. Juste deux choses. Combien de temps on a? Jusqu'à combien on a la salle? Il y a un temps? 8h30. Oui. Pour aller à la salle, pour voir le film. Les Nouveaux Chiens de Garde, c'est ça? D'accord. Oui, tout à fait. Alors, quelques petites annonces, on fait ça dans les repères. Il y a des petites annonces. Je te passe le micro? Oui. Donc, rebonjour à tout le monde. Donc, c'était juste pour vous dire que des chapeaux vont passer dans l'assistance, étant donné qu'on n'a pas eu de subvention et que donc on essaye de récupérer un petit peu d'argent pour l'organisation en général. Voilà, merci à tous. Donc, je crois donc savoir qu'il y a deux micros. Un micro. Bon, alors il y a un micro. Chacun son tour. Voilà. Vous devez lever la main pour qu'on vous le donne. Moi, je suis là pour juste repérer, voilà, et donner un petit peu. Comment François, 3 ouais, voilà, comme d'hab. Voilà, donc on note 3 personnes qui veulent prendre le micro. Il y avait le monsieur, là, à ma gauche, là et là. 1, 2, pour l'instant. Bonjour à tous. Juste une question. C'est un peu long en fait. Non, Est-ce que les gens peuvent se lever? Est-ce que les gens peuvent se lever pour poser la question? Oui, il est là, il est derrière. Il est déjà là. C'était pas une question, c'est une remarque. J'ai bien apprécié le tout, sauf ta dernière phrase où peut-être tu as terminé trop rapidement. Tu as dit que ça se situait dans le temps long. Les révolutions, on ne sait pas la durée de combien de temps ça va prendre. Donc les choses peuvent être plus accélérées, etc. merci. C'est vrai. J'ai d'autres questions là-bas. Allez-y. Oui, sur
sur les spoliations pour les façons de régler la dette, il me semble que dans les exemples que vous avez cités, c'était des gens comme Fouquet, comme des gens bien identifiés qui avaient très gros. Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué maintenant, où on a fait en sorte que beaucoup de gens soient principalement vendeurs de leur force de travail, mais en même temps possèdent quelques petits biens, quelques petites actions, quelques petits machins, qui fait qu'on peut toujours dire « Ah non, il ne faut pas spolier les gens, ce serait trop triste, parce qu'il y a des petits porteurs, il y a des petits machins, etc. » Non, mais pour que tout le monde s'exprime, il faut absolument qu'on fasse très court. Bon, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, ici, le monsieur. Là, une troisième question. Non, enfin la deuxième, parce que là, c'est... En fait, moi je voulais intervenir sur le problème du protectionnisme, parce que je pensais que le débat allait tourner plutôt là-dessus. C'est vrai que bon, je suis un petit peu déchiré parce que je pensais que, enfin, je suis partisan du protectionnisme pour défendre nos acquis sociaux, mais en même temps, je suis très branché écologie et je pense qu'on vit sur une seule planète. Et donc, comment mener les deux combats de front? C'est-à-dire qu'effectivement, protéger nos acquis sociaux face à un monde qui a tendance à les détruire, et en même temps s'ouvrir sur le monde pour pouvoir régler les problèmes de notre planète unique. Alors, je vais recommencer sur une déclaration d'humilité. Il y a un appel peut-être. Pour la fin, je vous propose un petit dessert avant qu'on termine tout à l'heure, mais il faut que j'en appelle à un technicien. J'ai des appels téléphoniques, j'ai des rencontres avec Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et un appel téléphonique auprès de Olivier Pastré, donc le coprésident du Cercle des économistes. Mais il va falloir qu'il y ait un truc technique pour qu'on puisse se diffuser éventuellement. Alors, je recommence sur une déclaration d'humilité. Bon, j'ai lu le livre Droite contre gauche à votre différence, j'ai l'impression. Vous avez l'air un peu inculte sur la question. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'économie. Il faut que les choses soient claires. Et là, je m'exprime en tant que militant, esprit critique, qui travaille sur ces questions, mais je ne suis quand même pas un spécialiste. Alors, sur l'accélération, c'est vrai. Maintenant, monsieur, moi, ça fait... depuis 99 que je fais un journal, Balbastre, il peut en parler, sur la critique des médias, c'est depuis 1995 qu'ils sont investis là-dessus. On a du mal à ne pas situer notre démarche de travail idéologique sur le temps long. Alors effectivement, il peut y avoir une accélération de l'histoire, on la voit aujourd'hui à l'œuvre, de mon point de vue, avec quand même le 19e sommet de la dernière chance au niveau européen depuis 2008. En 3 ans et demi, on a eu quand même 19 sommets de la dernière chance, si ça, c'est pas une accélération de l'histoire. Donc là, on est dans une phase d'accélération de l'histoire. D'ailleurs, tout le problème, c'est qu'au fond, les idées de la gauche n'étaient pas mûres, et elles n'étaient pas suffisamment, à la fois pas mûres à mon avis, et pas suffisamment diffusées dans le pays, au moment où est intervenu le crash de Lehman Brothers. Sinon, vu la chute du modèle libéral, si jamais il y avait eu les forces sociales prêtes, avec des idées prêtes à ce moment-là, il y avait un plan de rechange qui s'imposait. Manifestement, le plan de rechange était très balbutiant, bon, voilà, et insuffisamment diffusé dans le pays. Ce qui fait qu'on a fait des manifs contre la crise en printemps 2009, sans trop savoir exactement sur quelle partie on s'appuierait, enfin vous voyez, donc bon voilà, sur la spoliation, moi je crois que la difficulté n'existe pas, je m'excuse, hein. Mais quand vous allez en assemblée générale des actionnaires de LVMH ou de Casino, parenthèse, nous montons, alors c'est sur Paris, mais peut-être qu'il y a des Parisiens parmi vous, un comité d'intervention en assemblée générale, vous voyez, c'est-à-dire ce qu'on a fait de temps en temps. On va le routiniser et tous les ans, il y aura des boîtes qu'on a repérées, avec des salariés qu'on a repérés, et ainsi de suite, qui interviendront avec nous dans des assemblées générales. Mais pour ça, on a besoin d'actionnaires militants. Devenez actionnaires. Nous sommes pour démocratiser l'actionnariat. Donc, si vous voulez devenir actionnaire d'un jour,
pour intervenir en Assemblée Générale et aider des salariés à aller intervenir en Assemblée Générale. À partir du printemps prochain, nous allons leur mettre un carnaval. Donc quand vous allez en Assemblée Générale de Casino ou de LVMH, vous savez que vous avez beau être là par centaines comme chez Casino ou par milliers comme chez LVMH de petits actionnaires, en vérité, les votes sont déjà faits en coulisses et le premier rang pèse pour plus de 95% dans l'entreprise. Donc la réalité, elle est là. C'est des entreprises qui sont liées à des banques d'affaires et ainsi de suite. Il y a une très forte, au contraire, concentration du capital. Et je pense que l'un de nos rôles dans la bataille qui est en cours, c'est de ne pas dire c'est un truc diffus, on ne sait pas trop ce que c'est des fonds de pension, on ne comprend plus rien, mais se te dire, voilà, c'est Martin Bouygues qui profite de EDF-GDF, c'est Albert Frère, c'est Gérard Mestralet, c'est de nommer, c'est d'identifier l'ennemi. Vous voyez? Et je pense que ça, c'est un enjeu de ne pas laisser dire que c'est quelque chose de vague, que ça se passe aux États-Unis, que c'est la veuve des pompiers de Boston. Enfin, vous voyez? Non. Ils sont chez nous en plus. Vous voyez? Bon. Le dernier point, monsieur Giré, c'est parce que vous êtes écologiste que vous devez être protectionniste. D'abord, pour une raison simple. Mais c'est que jamais. Au fond, quelle a été l'espérance de la gauche critique pendant tout le cours des années 90, début des années 2000? Ça a été d'espérer qu'on se mettrait tous d'accord au niveau mondial, qu'on pèserait sur les gouvernements, que comme ça on imposerait des réformes progressistes à l'échelle de la planète. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas. Je dirais, dans l'histoire, ça n'a jamais marché. Alors on peut voir que d'un seul coup, il y a une étincelle formidable, mais jamais dans l'histoire, il y a eu une révolution qui s'est imposée ou des réformes qui se sont imposées partout en même temps. De toute façon, il faut qu'il y ait un pays qui soit une avant-garde. Il faut qu'il y ait des réformes qui se mènent dans un pays. Si en France, on avait entendu que le royaume d'Angleterre, si Mirabeau était sorti, et à la place de dire que le peuple ne sortira d'ici que par la force des baïonnettes, il avait dit, attendez, on va demander aux Anglais, au royaume d'Angleterre et au royaume de Prusse et à l'empereur d'Autriche-Hongrie, enfin, vous voyez, si jamais ils sont d'accord pour que ça fonctionne comme ça et qu'on devienne une république, jamais on serait devenu une république. Merci. Si en 1936... on avait dit, pour avoir une semaine de congés payés supplémentaires, enfin 2 semaines de congés payés, il faut attendre que tous les pays autour de nous soient d'accord, et on n'y serait jamais parvenu. Donc de toute façon, le progrès social, il s'impose par un pays, à des moments, par des secousses de l'histoire, et il contamine les pays alentours. Parce qu'il faut réussir pour l'écologie, c'est la même chose. Moi, quand les copains sont allés à Copenhague et on sont revenus dépités, parce que le sommet de Copenhague n'avait pas abouti à des réformes écologiques au niveau international, évidemment, j'aurais préféré que ça se passe mieux. Maintenant, de manière lucide, je ne m'attendais pas à grand-chose d'autre. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on puisse opérer une révolution écologique, parce que je pense qu'elle est nécessaire. Ça veut dire sur le trafic aérien, sur l'isolation des maisons, sur quel secteur industriel on choisit de faire transformer radicalement et ainsi de suite. Mais cette révolution écologique, elle ne peut pas s'opérer en économie ouverte. Il est vrai que si vous mettez la taxe carbone en place au niveau français sur les entreprises, à quoi vous allez aboutir ? À une délocalisation des entreprises qui sont émettrices de gaz à effet de serre. C'est tout. Donc je dirais, moi, c'est parce qu'on est écologiste qu'on doit se dire, ok, il faut avancer sur ce terrain-là, mais on n'arrivera pas à avancer tous les pays en même temps. Les forces de ralentissement, d'inertie, de contre-réformes, puisqu'en vérité, ce qu'ils appellent de réformes, ce sont des contre-réformes. De contre-réformes, elles sont bien trop fortes au niveau international pour qu'on espère que les G8, les G20, l'OMC ou Bruxelles aboutissent à des transformations sociales, fiscales et environnementales positives. Voilà, je vous remercie. Vous êtes pas obligé d'applaudir à chaque fois. Alors, oui. Là, le monsieur... Là. Voilà. Tu lui donnes le micro ? 1, 2. Si, ça y est. Je me mets ici. Tout d'abord, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Florian. Je viens de finir mon école d'ingénieur en électronique. Et en fait, j'aimerais vous poser quelques questions.
suite à mes renseignements sur Internet, divaguement, etc., j'ai trouvé ces chiffres-là et j'aimerais savoir déjà s'ils sont justes. La perte pour le fisc dans les paradis fiscaux, c'est 40 milliards d'euros par an, et l'optimisation fiscale, c'est entre 100 et 600 milliards d'euros par an. Donc j'aurais aimé avoir la confirmation de ces chiffres que j'ai vus sur Internet, s'il vous plaît. En tout cas, ce sont des chiffres avancés par un journaliste qui s'appelle Payon. Mais bon, voilà, moi, j'ai pas fait des recherches personnellement sur la fraude fiscale, quoi. C'est tout. Alors, tu veux intervenir? Continuer là-dessus, c'est en fait c'est pour construire. Ouais. On lui laisse encore un peu. Je fais pas mal de philosophie à côté de ça et je passe un petit peu mon temps à penser. Et en fait, j'aimerais mettre en avant quelque chose et me dire la justesse de ce point de vue ou pas. C'est juste mon interprétation, bien entendu. Donc là, ce qu'on regarde à peu près avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a au final un non-contrôle des flux monétaires qui se voudrait être dans une démocratie, nous appartenir. Enfin, vu qu'on vit dans une démocratie, on a le pouvoir, donc on devrait avoir le pouvoir sur l'argent quelque part. Donc dans mon analyse, j'en viens à qu'au final, on retourne un petit peu au Moyen-Âge des temps modernes, où la couronne s'exprime par le capital, et non pas par une couronne physique qu'il y avait comme auparavant. Il y a une question, François? C'est la justesse de ce point de vue ou pas? Ah, d'accord. Bah oui, ouais. En quelque sorte. Alors, après ça, j'ai énoncé un petit peu le problème et j'aimerais évoquer une solution. Pareil, qu'on continue à discuter sur celle-ci. Si je vous embête, vous me dites, hein, je suis prêt à redonner le micro. Tu nous embêtes pas du tout, mais il faudra donner le micro, partager un petit peu. Oui, voilà, donc je termine. J'avais une idée, c'est la création monétaire démocratique. On a des outils actuellement, comme par exemple les banques coopératives ou ce genre de choses. Et étant ingénieur, j'ai réfléchi au truc et je me dis que en pratiquant une vingtaine d'années d'investissement, ça pourrait par exemple, en produisant un éolienne avec une création monétaire démocratique, où en fait c'est les gens de la commune qui choisissent d'investir dans cette éolienne-là. Une fois que celui-ci est investi, il y a donc une destruction de la création monétaire, ce qui fait que l'objet ne produit que de l'énergie, et que cette énergie-là donc est distribuable gratuitement pour la commune. Donc voilà, j'aimerais avoir des réponses sur mes interrogations. Par exemple, après j'ai d'autres questions. Alors, d'autres questions? Madame, devant. Alors, Madame avec des lunettes. Je vais essayer de répondre à ces questions. En fait. non, mais C'est pour répondre à ces questions. ok. Bonjour. Alors vous avez une exposition sur la création monétaire qui est faite sur les monnaies complémentaires, les monnaies sociales. Je ne sais pas si vous avez vu, qui sont un peu sur le côté. Ça répond un peu à ta question. Après, il y a des personnes qui ont travaillé sur redonner la création monétaire aussi, comme Étienne Chouard. Je crois qu'il y avait Holbeck qui était là tout à l'heure, qui a parlé de toutes ces questions-là. Il y a pas mal d'initiatives qui se font aujourd'hui à travers le monde pour redonner la création monétaire justement aux mains des citoyens. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait pas comment est fait la création, ça se fait par la dette. Alors, une question, madame, là. Là, voilà. Bon, je voulais poser une question à propos du protectionnisme, de l'inflation souhaitable, etc. Ça me paraît un peu difficile. Est-ce que c'est possible, vu que la France a perdu sa souveraineté et que, d'après Maastricht, l'Europe, etc., les lois de Maastricht sont prioritaires par rapport à l'État français? Je ne sais pas si je suis très clair. Si c'est clair, merci. Encore une question? Encore? Là, monsieur. N'oubliez pas, avant de partir, si vous partez pendant le débat, qu'il y a des fakirs en vente à la sortie. Fermez les portes, s'il vous plaît. C'est comme ça que vit la presse militante. Elle ne vit que grâce à vous. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Voilà. Voilà. On a proposé pour les moyens d'action, en particulier la manière dont on est démuni devant le Niagara qui est déversé dans tous les esprits par les puissances d'argent qui tiennent la télé, etc., etc. Mais il y a quelques éléments où on peut être un peu plus optimiste. C'est par exemple
la manière dont frontalement on a voulu contrôler Internet et où, dans la toute dernière période, le projet ACTA est en train d'être envoyé au plot, la manière dont il s'installe des réseaux informels et à l'issue desquels il se fait une culture, notamment reprise en relais par des jeunes. Seulement, ces jeunes qui prennent cette culture du contact direct et de une espèce de diffusion loin, y compris au-delà des frontières, d'idées nouvelles ou d'idées pour le futur, eh bien, elles manquent cruellement de background historique et de cette culture. Par exemple, et ça sera ma question, le FMI, l'OMC, la Banque mondiale ont fait leurs preuves pendant des décennies en matraquant les pays d'Afrique, les pays d'Asie, etc. Et leurs méthodes n'ont pas changé. Et on fait. Et quel est l'espoir qu'on peut donner à ce triumvirat Banque mondiale, BCE et FMI pour sortir l'Europe et l'euro du caca? Alors, c'est vaste. Je reprends ma déclaration d'humilité. En plus, je ne suis pas philosophe. Voilà, vous pouvez me rajouter un certain nombre de casquettes que je n'ai pas. Sur la question, monsieur, sur les monnaies locales, les monnaies solidaires et ainsi de suite. On peut être pour à titre d'expérience, comme on a pu être pour, ou on peut être pour les systèmes d'échange locaux, les CEL et ainsi de suite. Bon, la solution, ceci dit, normalement la plus démocratique, c'est de reprendre le contrôle de la Banque centrale. C'est de faire que la Banque centrale émette de la monnaie, éventuellement en désaccord avec Francfort, avec la Banque centrale européenne. Je veux dire, la solution, notamment, elle est là. Alors c'est vrai qu'il y a deux types de raisonnements, du coup, qui s'opposent. Il y en a un, c'est la méthode du colibri, qui dit chacun apporte sa goutte d'eau et ainsi de suite. Il y a l'autre qui est plus jacobin, plus centralisateur, qui dit bah voilà, il faut reprendre le contrôle de l'État, des moyens de production, imposer des solutions par les ministères, par la loi, parce que même 1917 se termine par la loi, même la Révolution d'octobre, on finit par faire des lois, la Révolution française, on finit par faire des lois. Si on veut transformer la société française aujourd'hui, réglementer la finance, c'est pas seulement en espérant que chaque citoyen individuellement se mettra à investir gentiment dans ce qui risque de lui rapporter moins, mais qui sera positif sur le plan local, mais c'est qu'il y ait des lois qui interdisent des produits financiers qui sont nuisibles au peuple du Sud, voire nuisibles à nous-mêmes. Donc moi je crois quand même qu'à un moment, on en repasse par la loi. C'est-à-dire qu'on en repasse soit par des élections, soit par la révolution. Bon, voilà. Mais ça veut dire, la question c'est, est-ce que ça se passe par en haut ou est-ce que ça se passe par en bas? Vous voyez? Bon, alors moi j'aurais une proposition dialectique à faire, en disant les deux mon colonel. Prenons un exemple qui est celui de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle part d'en bas. Ce sont des caisses de solidarité qui sont créées dans les usines après un accident du travail, où on décide de mettre de l'argent en commun pour que la veuve ait au moins quelques mois ou quelques années de répit, pour que... Vous voyez, c'est ça le début de la sécurité sociale, ce sont ces caisses de solidarité. Donc, ça part d'en bas. Bon, il y a une première loi sur les retraites ouvrières en 1911, votée par Jaurès, refusée par la CGT, qui est très insuffisante, et ainsi de suite. Bon, donc ça part d'en bas. En 1945, avec le programme du Conseil national de la résistance, mais moi je répète toujours que ce qui est surprenant, c'est pas qu'il y en a eu un beau programme, parce que des beaux programmes, on en a eu plein. La surprise, c'est qu'il était appliqué, en partie. Le programme du Conseil national de la résistance, en l'occurrence, est appliqué par Ambroise Croizat, ministre des Pauvres, comme on le surnommera après, qui fait une loi en 6 mois en faveur de la sécurité sociale. Pourquoi il a fait en 6 mois? Parce qu'il sait que quand on parle de fenêtre d'opportunité, quand une fenêtre d'opportunité est ouverte, il faut se précipiter dedans, parce que l'histoire va très vite la refermer.
Et c'est ce qui se passe, ils bataillent à l'intérieur. Il ne faut pas croire que ça se passe sur un lit de pétales de rose, cette histoire-là. Hein. Ils bataillent à l'intérieur du gouvernement contre Pleven, ils menacent de mettre les milliers, enfin c'est pas les milliers, c'est les millions de sympathisants du Parti communiste en grève, alors que la France est dans la débine totale, mais si jamais la Sécu passe pas, ils menacent de mettre en grève. Pourquoi? Parce qu'on demande aux Français à ce moment-là de se bagarrer sur la production, pour redresser la production française, c'est le redressement productif déjà à l'époque, mais en échange, il faut leur promettre que plus tard, eux et leurs enfants pourront vivre mieux. Et ça passe. Ça passe à nouveau, pourquoi? Par le haut, mais parce qu'on s'appuie sur le bas. On s'appuie sur le rapport de force en bas, c'est-à-dire les gens qui sortent des maquis avec des fusils. C'est ça la situation. Bon, elle n'est pas révolutionnaire de mon point de vue, mais en tout cas il y avait moyen de mettre la merde. Bon, avec la menace d'avoir des grèves géantes, et aussi on s'appuie positivement, donc ça c'est sur le terrain de la peur, mais on s'appuie positivement sur ces militants en leur disant c'est vous qui, pour construire la sécurité sociale, allez récupérer les premières feuilles de sécu dans les foyers qui ne sont pas habitués à se faire rembourser, chez les travailleurs qui ne sont pas habitués à se faire rembourser la Sécu, et qui vont de leurs mains, vous savez quand on voit ces grands bâtiments que sont les caisses primaires d'assurance maladie, où il y a des centaines de personnes qui travaillent dans des bureaux vitrés et ainsi de suite, et bien au départ, ce sont des militants qui sont allés construire, pour un certain nombre d'entre elles, les bâtiments le soir, après avoir fait leur journée de travail, qui sont allés construire les caisses primaires d'assurance maladie. Eh bien, il me semble que là, on a un mouvement dialectique entre ça commence par en bas, mais si on avait attendu que les caisses de solidarité se multiplient partout dans le pays, en 1945, il n'y a qu'un tiers des salariés qui sont couverts, vous voyez? Bon, ça aurait encore mis du temps pour que... donc ça part d'en bas, mais c'est en haut qui impose une loi, mais il impose une loi parce qu'il y a un rapport de force, il y a des volontés qui existent en bas. Et je pense que si on veut transformer la société, on n'a pas le choix, de mon point de vue, que de se situer dans la même démarche. C'est-à-dire, on n'attend pas tout d'en bas, mais on n'attend pas tout d'en haut non plus. Mais il faut trouver comment faire pour que les deux s'articulent. Voilà, c'est ma réponse sur est-ce que ça se passe en haut, est-ce que ça se passe en bas. Enfin, c'était pas la question d'ailleurs, mais c'est comme ça que j'y réponds. Sur le cadre, madame, il est évident que dans le cadre du traité de Maastricht, ou du traité Merkel-Sarkozy, qui est un Maastricht re-signé en gros, ou dans le cadre des accords de l'OMC, ou dans le cadre de tout ce que vous voulez, vous ne pouvez rien faire. Donc de toute façon, un gouvernement qui veut faire des choses, c'est un gouvernement qui choisit de s'asseoir partiellement sur ces accords qui ont été signés. C'est évident. Enfin, c'est évident que là, si on accepte le cadre hyper contraint de Maastricht, on ne peut rien faire. Mais il faut savoir, notre chance, c'est qu'eux-mêmes ont violé leur propre traité. Oui. Quand ils ont décidé qu'il fallait aller sauver les banques, là aujourd'hui, le taux d'endettement, y compris de l'Allemagne, est de 80% du PIB. Dans le traité de Maastricht, c'est 60%. Le déficit annuel dans les pays d'Europe, à part l'Allemagne, il n'y en a pas un qui est sous la barre des 3%. Donc le traité de Maastricht est violé constamment, aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils se précipitent pour re-signer un nouveau traité en faisant peur et tout ça. Parce qu'ils ont eux-mêmes, d'abord dans un premier temps pour sauver les banques, ils se sont assis sur leur propre traité. Et donc leur grande crainte, c'est qu'on se dise, puisqu'on a la rivière a déjà débordé de son lit, au point où on en est, allons-y carrément. Faisons sauter tous les verrous, faisons financer les États par la Banque Centrale Européenne, bon, vous voyez un peu tout le truc. Et donc c'est pour ça qu'il faut re-signer un traité qui dit en gros la même chose, un petit peu plus agrévé, mais qui dit grosso modo la même chose, avec des sanctions derrière. Parce qu'ils ont eux-mêmes débordé. Ils disent, bon, il ne faut pas qu'il y ait des expériences qui soient menées. Là, effectivement, la situation, si on accepte ce cadre-là, il y a l'impossibilité de mener des expériences. Le dernier point sur Internet, qu'est-ce qu'on peut faire face à la Troïka? J'ai répondu par le haut et le bas. C'est la rue et les urnes. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas 46 solutions dans l'histoire. Donc voilà, maintenant, toute la question pour nous, c'est comment on fait pour mobiliser les forces sociales, pour les mobiliser éventuellement sur un temps plus long, pour qu'on trouve un ancrage dans le pays. L'ancrage du front de gauche dans les classes populaires, par exemple. Je suis partisan du front de gauche, mais l'ancrage du front de gauche dans les classes populaires, il est très nettement insuffisant. Quand je vais dans des réunions, débats que j'ai faites en soutien à des candidats aux législatives de front de gauche, je vois le public qui est en face de moi.
c'est la petite bourgeoisie intellectuelle. Et je le dis je le dis sans... Pardon? On peut l'appeler le prolétariat intellectuel. Oui, mais d'accord. Si on voit, mais moi... un autre type de prolétariat. Ouais, mais enfin bon, des profs, et ainsi de suite. Moi, je suis pas du tout... Il ne s'agit pas de stigmatiser ces catégories. Je me considère personnellement comme appartenant à la petite bourgeoisie intellectuelle. Donc il ne s'agit pas que ça soit un stigmate, il s'agit d'accepter... Voilà, c'est la classe à laquelle nous appartenons. L'un des enjeux majeurs pour moi aujourd'hui, c'est de trouver le chemin qui permet d'unir les classes populaires et la petite bourgeoisie intellectuelle. Parce que rien de beau dans notre histoire ne se fait sans cette union. La Révolution française, je l'ai dit, c'est les classes populaires des campagnes et des villes qui s'unissent en partie avec la bourgeoisie intellectuelle de l'époque, les avocats notamment, qui sont très représentés dans l'Assemblée nationale, dans les États généraux puis l'Assemblée nationale. Bon, et ils ont trouvé le chemin, c'était pas évident, parce que le peuple aurait très bien pu s'unir avec l'aristocratie, avec les nobliaux de leur campagne, ou avec les curés. Vous voyez? Bon, 1936, c'est pareil, les intellectuels, ils sont contre le fascisme, le peuple, il vient conquérir les congés payés et les 40 heures. 1981, dans les urnes, c'est 74% des ouvriers qui votent pour François Mitterrand. Ça ne se traduit pas dans la rue ensuite, c'est tout le problème. Mais voilà, donc je pense qu'on ne peut rien faire si jamais on ne parvient pas à cette jonction, parce que le prolétariat aujourd'hui, il n'a plus les forces vives, les forces intellectuelles, il y a un taux de résignation. Bon, voilà. Et la petite bourgeoisie intellectuelle, elle n'a pas la force du nombre pour l'instant. Bon, enfin, voilà. Donc, ouais, ok, je me mets à raconter n'importe quoi. Alors, là-bas, au fond, oui. Ah, ça. Le micro, les techniciens. Micro, s'il vous plaît, merci. Donc, il y a une dame et... Voilà. Après, un monsieur là, voilà, et un troisième ici devant. Oui, c'est ça. Voilà. Ok, ça marche. Oui, tout à l'heure, vous parliez de l'idéologie de la gauche, notamment en comparant ses positions en 1981 et aujourd'hui. Et dans une certaine gauche qui se veut internationaliste, le terme protectionnisme fait peur. Et donc, est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose comme la charte de la... serait pas une façon de réconcilier souveraineté, j'ai pas dit souverainisme, j'ai dit souveraineté, protectionnisme et internationalisme. Un, deux. Oui, moi je voudrais faire une proposition, c'est de lancer des crêpes, on est là pour faire du festif aussi, des comités de recensement et d'évaluation des promesses électorales et sociales au niveau local, parce que je pense qu'on peut agir du local au global, mais il faut qu'on change aussi de pratique. Et si on veut, parce que Mitterrand en 80, il avait dit rendre la France aux citoyens, on est bien loin de ça, et je crois qu'on se laisse balader par des thèmes, par la mondialisation. Moi ce matin je suis intervenu pour dire que dans les années 70, sur le plan financier, j'étais démarcheur et je collectais de l'épargne, des gens qui avaient mis de côté, et puis que je le faisais monter sur le marché monétaire pour que ça revienne sur les territoires, pour appauvrir ces territoires. C'est-à-dire c'est pas d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut simplement, et si on en est d'accord, c'est que pour les prochaines municipales, agissons d'abord au local. C'est qu'on fasse des inventaires, qu'on sache. Florian tout à l'heure a parlé de photovoltaïque ou d'éoliennes. Valençol, mon village où je suis, il vient de se construire une ferme éolienne. Non, c'était une proposition. Est-ce qu'on a le droit de faire des propositions? Bon. Donc, lancer des crêpes, c'est-à-dire que quand on se présente quelque part, quand des gens, même au niveau, le plus bas niveau de la commune, se présentent, ils se présentent pourquoi? Pour gérer un territoire, pour gérer une entreprise communale qui a son actif, qui a son passif, qui a du personnel, qui a des biens communaux, qui a des dettes. Alors, ça, on ne le fait jamais. Jamais on fait l'inventaire avant, et aussi l'inventaire des capacités des candidats qui se présentent. Pourquoi ils se présentent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et avec quoi? Reprenons les choses à la base, et après on pourra rediscuter, y compris du mandat que l'on a donné aux gens qui se présentent et qui détournent le mandat après. On leur redemande des comptes, parce qu'on a fait les comptes avant. On a fait un bilan d'ouverture, et on fera un bilan de clôture. Voilà, je crois que ça, c'est important. Merci. Et puis troisième personne. Là, devant, avec des lunettes. Oui, oui. Oui, je rebondis sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, sur les couches populaires. Je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure à propos des couches populaires, le vote
lors de la dernière présidentielle. Sur un sondage commandé par l'Humanité, par CSA, il apparaît que Mélenchon a recueilli 13% des couches populaires, que Hollande en a recueilli 30%. Ça nous positionne par rapport à tout un certain travail qui a été évoqué tout à l'heure pour aller vers l'hégémonie politique. Je voudrais, par ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure le livre La droite et gauche du Cercle des économistes. Il y a malheureusement un livre qui est en train de s'écrire depuis des décennies, non pas avec une encre sympathique, au contraire, par ce qu'on continue à appeler la gauche, qui... on peut pas... Bon, mais je terminerai par un point d'interrogation. Je pensais qu'on pouvait participer... Non, mais vas-y, continue. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que je prendrai 2 points de repère. La loi de 84 qui a été évoquée tout à l'heure, c'est Bérégovoy qui l'a fait adopter, qui a défini le cadre actuel des transactions financières, des marchés financiers en France. Jospin a plus privatisé que Balladur. Bon. Donc, je dis que ça, nous devons le conserver à l'esprit au moment où ceux qu'on prétend être les moins pires sont revenus au pouvoir. Parce que je crois que c'est un élément, vous avez cité tout à l'heure le TINA, ce sont des éléments qui concourent à ce qu'il n'y ait pas d'alternative par rapport à la politique qui est pressentie aujourd'hui. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut quand même mettre en avant. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que tu as une question? Non. Je peux toujours mettre un point d'interrogation. Même si vous ne mettez pas de question, d'accord. Voilà. Par contre, là, ce sera, on peut dire, les dernières questions, parce que il te reste une bonne dizaine de minutes pour répondre. Ça te va? Il y avait 3 questions encore après, mais si c'est possible. Vas-y. Il y a encore 3 questions. Je vous explique. J'aime pas. Alors, voilà. Je vous explique. J'aime pas qu'on parte un par un comme ça. On est venu collectivement. Vous voyez, moi, pour moi, on doit chanter l'Internationale en sortant. Mais bon, voilà, ça c'est mon problème. On est venu collectivement. On doit repartir collectivement. De mon point de vue, c'est plus beau que de repartir un par la porte de derrière. Donc voilà pourquoi j'aime bien terminer les débats un peu dans le vif, même si ça laisse des frustrations et puis tout ça. J'aime bien qu'on reparte collectivement. Voilà. C'est un problème psychologique. Ok, j'irai voir mon psy. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait donc? On prend encore une question. Alors, une question, et il conclut. Bonsoir. Je voudrais... Oui, bien sûr. Je les passerai pour ceux qui veulent rester après. Oui. Bonjour. Question. Oui, je pose ma question, justement, j'y viens. Je voulais parler non pas de protectionnisme, mais de protection, et d'un marché qui est ultra fermé, mais qui pourtant, à mes yeux, est ultra libéral. C'est pas un marché international, c'est un marché interne, et ça rejoint notamment, pour moi de manière assez fondamentale, la non-mobilisation des couches populaires. Je veux savoir ce que vous pensez du marché de la drogue. Est-ce qu'il faudrait contrôler et légaliser le marché de la drogue? Sur la drogue, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Quartier Nord, qui est une enquête sur un quartier populaire d'Amiens. Je le dis comme ça, c'est hors débat, mais effectivement, je ne suis pas favorable au terme de cette enquête, d'une longue enquête, à la libéralisation, en tout cas de toutes les drogues. Ça, pour moi, c'est niette. Mais voilà, ça, c'est un point de vue qui est hors débat. Maintenant, on pose la question, voilà. Plus sérieusement, sur des sujets sur lesquels j'ai plus pensé. Protectionnisme, souverainisme. Alors moi, à la limite, le mot souverainisme, il me fait pas peur. Vous savez, c'est eux qui ajoutent des ismes à la fin pour que, comme si ça devenait des trucs de démons, quoi. La souveraineté populaire, c'est une conquête de la révolution. Moi, ce mot de souveraineté, souverain, peuple souverain, c'est pas un truc qui me fait peur. Alors protectionnisme, la charte de La Havane, on peut la citer. Qu'est-ce que c'est que la charte de La Havane ?
c'est de dire qu'en gros, il faut un protectionnisme solidaire, que les échanges soient équilibrés à l'échelle de la planète, et c'est une charte qui a failli s'imposer, sauf que les États-Unis n'ont finalement pas voulu la signer. Bon, on peut revenir sur cette histoire. Mais moi, de la même manière, je dis, je suis pour un protectionnisme pour les pays du Sud aussi. C'est-à-dire, par exemple, je suis en contact régulier avec les paysans du Burkina Faso, enfin des organisations de paysans. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'est-ce qu'ils réclament? Du protectionnisme. La possibilité, quand eux produisent et qu'avec effectivement une faible productivité et ainsi de suite, qu'ils aillent, qu'ils vont au marché, chez l'épicerie du coin, ils voient du condensé de tomates chinois, ils voient du riz thaïlandais et ils voient les poulets bretons. Eh bien, il faut être cohérent. Moi, je suis contre les pommes qui viennent du Chili, mais je suis contre aussi les poulets bretons qu'on envoie au Burkina Faso. Il faut que le Burkina Faso ait la possibilité de mener la politique commerciale qu'il souhaite. Or, aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays, concrètement, c'est une pression des organisations internationales, Banque mondiale, mais aussi des ambassades européennes, françaises, et ainsi de suite, pour que le Burkina Faso accepte le maximum de libéralisation des échanges, y compris sur le terrain agricole. Mais je crois que l'une de nos responsabilités au Nord, c'est de peser sur nos multinationales, sur nos décideurs et ainsi de suite, pour que ces accords Caraïbes, vis-à-vis des Caraïbes ou vis-à-vis des pays d'Afrique, ne soient pas signés s'il y a des organisations militantes qui ne souhaitent pas que ça soit signé dans ce pays-là. Donc moi, je suis pour un protectionnisme internationaliste, pour ainsi dire. Alors, j'entends la remarque de monsieur sur les socialistes. Les socialistes qui, Bérégovoy, Naouri en 84, Jospin en 97, et ainsi de suite. Bon, et je veux dire, j'ai écrit un bouquin, La guerre des classes, qui est au fond un bouquin consacré au reniement du Parti socialiste. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. De mon point de vue, si on prend la température dans les milieux populaires, c'est que l'esprit critique, il est là, au fond. L'incroyance dans ce gouvernement, par exemple, elle est là. Le scepticisme, il est là. Mais on n'aura pas des mouvements à base seulement de scepticisme. Il faudra qu'on arrive à nourrir ça avec de l'enthousiasme, avec de l'espérance, et une espérance qui ne se confonde pas avec des illusions. Je veux dire qu'en critiquant le camp d'en face et en admettant que le Parti socialiste appartienne à ce camp d'en face, ça ne sera pas la solution. La solution, elle est aussi chez nous, de construire un discours mobilisateur, porteur d'enthousiasme et d'espérance. Enfin, pour essayer de terminer sur une note d'espérance, tout à l'heure, monsieur évoquait l'accélération de l'histoire. J'aime bien terminer de temps en temps avec mon héros. Mon héros qui est Maurice Kriégel-Valrimont. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais, il y en a quand même quelques-uns qui... Non, il y en a qui ne savent pas. Maurice Kriégel-Valrimont, donc grand résistant, l'un des porteurs du programme du Conseil national de la résistance pour la partie militaire, de l'organisation militaire de ce texte, qui était au Parti communiste en 1945, qui n'y était pas avant, mais qui entre en 1945, qui se fait exclure du Parti communiste pour son anti-stalinisme en 1961. Et donc, je le rencontre, j'avais 30 ans à l'époque, et je lui dis, vous imaginez, moi j'ai 30 ans, et regardez, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Moi, vous, à 30 ans, vous libériez Paris, parce que c'est l'un des libérateurs de Paris. Il est derrière Leclerc, quand de Leclerc défile lors de la capitulation de von Choltitz en août 1944. C'est lui qui est aux côtés du général Leclerc comme représentant des forces françaises de l'intérieur. Bon, il est acclamé à 30 ans, quoi. Je lui dis, bah, regardez, à 30 ans, nous, on libère pas le pays. Hein. D'abord, on s'emmerde moins qu'on s'est emmerdé. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, s'il était encore vivant, il est malheureusement mort, mais s'il était encore vivant, il s'emmerderait encore moins. Parce qu'aujourd'hui, on vit une période qui, quand même, sur le terrain politique et social, économique, est assez palpitante. Je veux dire, contrôler le monstre, ils ont du mal en face, quoi. Bon. Et il dit, regarde, en 1934, les fascistes sont au bord de prendre le Parlement. On fait une première manif pour défendre la République. Et pourtant, elle n'est pas bien brillante, cette République. On n'en est pas fiers. Mais on l'a fait quand même, la manif. Mais si j'avais dit aux copains de la CGT qui sont à côté de moi, dans 2 ans, il y aura le Front Populaire, on aura les 40 heures et les congés payés. Mais ils m'auraient pris pour un fou. Ils m'auraient dit, ils m'auraient rionné. Moi, il me dit, mais ça, c'est rien. En 1943,
En 1943, on est 7 enfermés à Lyon. Il y a Serge Ravanel, il y a Raymond Braque qui vient de mourir. On est 7 enfermés en prison dans une toute petite cellule, tellement petite que quand un se retourne, il faut que tous les autres se retournent aussi, tellement la cellule est petite. Si je leur avais dit dans 2 ans, non, même pas 2 ans, dans 1 an et quelques mois, c'était avant Stalingrad, les Américains viendront libérer la France et nous libérerons Paris nous-mêmes. Nous instaurerons les retraites, la sécurité sociale et ainsi de suite. Jamais il m'aurait cru, il m'aurait pas seulement rironné, il m'aurait pas traité de fou. Aussitôt sorti de la prison, il m'aurait envoyé en hôpital psychiatrique. Mais il me dit toujours, ça a été possible parce que des hommes l'ont voulu et savaient ce qu'ils voulaient. Donc voilà le chemin qui nous est tracé. Je vous remercie. Merci François, merci beaucoup. Merci pour les intervenants et les interventions. Je rappelle que François, oui bonsoir, je vais te donner la parole, mais François il a donc des tchofakir dans le fond qui va se faire un plaisir d'aller vendre à la criée comme il sait le faire. L'année prochaine, je crois que vu le démarrage, ça devrait continuer, non? Dany, tu vas nous expliquer ça? Je peux prendre Dany. Alors attendez, juste 3 informations s'il vous plaît. On voudrait remercier particulièrement l'équipe du Mansart qui nous a accueillis pour ces 3 jours. Vous voyez un peu le bazar qu'on a foutu là-dedans, hein, et donc ils acceptent tout ça pendant 3 jours. On fait ça pendant 3 jours. Donc on tenait particulièrement à les remercier. Je crois que la question sur l'action a été posée. Alors on a 2 actions qui sont prévues et on vous invite à venir à ces actions. Vous savez que le cercle des économistes, donc on parle des autres, hein, là, le cercle des économistes a prévu un débat sur la vitalité de la société civile. C'est nous. C'est nous. Et vous savez qui va mener ce débat sur la société civile? Quelqu'un a une idée? Oui, vas-y, vas-y. Guillaume Sarkozy. Donc, comme nous sommes des non-violents, il n'est pas question d'entartrer Guillaume Sarkozy. Pourtant, il le mérite. Donc, on a préparé un kit d'auto-entartage. Et si ce monsieur est intelligent, il va le faire lui-même. Donc, demain à 10 h, avec le grand Mamamouchi, on s'arrête sur le lieu où il fait son intervention et on lui remet son kit d'auto-entartage.